Es-tu prêt? Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, 3.1 Pilot Immigration Atlantic, Gino Thibault ne peut pas venir ce soir pour des raisons. 3.2, excuse, pour des raisons personnelles. Et en session à huis clos, je sais que faisons pas normalement des additions à la réunion du Conseil, mais avons le CIO aimerait additionner 12.2 ressources humaines. So, si vous êtes tous d'accord avec ça. En disant ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Danny, appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. B, notez des items sur le grand doc qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêts. Sinon, alors la 3 présentation 3.1, rapport sur l'étude des limites électorales. So, the floor is yours. Make sure your microphone is on before you start. Thank you very much. Thanks. I'm told if I talk in that general direction, I'll be okay. So thank you very much, Your Worship, members of council. I'm here to make a final presentation of the boundary review process. I've just got a short PowerPoint to go through. We've had some public meetings over this, and I think you're familiar with the process up to now, but I'll recap, I guess, the highlights. We've done the project in 2 phases. The first phase was to look at the size of council, and we met with the public in January concerning that. I think you're aware we had a survey of the public in the municipality. We got a very good response to it, 512 responses to the survey online. And I think the highlight or the key outcome from that survey was general support for maintaining the current council size. So of 424 of the 512 respondents answered a question concerning their preferred council size. And if I look at my book here, 46.2%, 196 indicated they favored a council of 8. The second preferred choice was 92 or 21.7% of respondents to the question who favored a council of 5. And overall, more than 55% of the respondents to the survey favored either the current council size or a larger council. So obviously the remaining roughly 45% of respondents were interested in seeing a reduction in council size. But from that point, once we'd established the council size, we went on to the next phase of work, which was a review of the boundaries, or a determination of what boundaries for polling districts would be appropriate to elect councillors. And we did scenarios for councils of 5 members and 8 members, given that those were the 2 responses to the survey that got the best support, and so that we exposed, I guess, the issues in relation to the alternatives of maintaining or reducing council size. So I'll just go on in this quick PowerPoint through the priorities that we have in setting the boundaries. As I think you're all well aware, this application concerning council size and polling district boundaries will go to the Nova Scotia Utility and Review Board. The municipality will apply to the board, and the board will review the application, and the board will apply specific criteria to the boundary framework that is applied for. And those criteria, paramount among them is voter parity, or
the requirement that the districts be reasonably balanced in terms of the number of voters or electors within each district. So the board has established a rule that that districts should all be within plus or minus 10% of the average of all districts. There's an allowance for some outliers, but we want them to be, you know, the disparity from the average to be as moderate as possible. And if it does go beyond 10%, then the variance has to be explained in writing to the board, and the board obviously has to accept that that's a reasonable rationale for the arrangement. We're also required to take into account community of interest. I think that's turned out to be particularly significant here because obviously the French language and English language communities and the strong interest that's been expressed in the public meetings in maintaining the French language and the French Francophone culture within the municipality. And I'll point out that the basic building block we used for creating the districts was communities as defined by the province of Nova Scotia for the civic address system. And we took that into account, trying to arrange the communities as a whole and trying to be aware of which communities were French and which were English within the municipality. We're also required to take into account population and area, so we're trying to avoid districts that are unduly large. Generally speaking, in Nova Scotia rural municipalities, it's necessary to have at least one or two districts with larger land area, and Clare's an example of that, but we want to keep that reasonable. Obviously, also a manageable population within each district. Outside of the board's stated criteria, we also want the districts to be contiguous, if at all possible. So they should all be one continuous area, hopefully connected by the road network, so that people can move within the district, so the councillor can move within the district to meet with residents, and when elections come up, it's reasonably easy to get from within the district to whatever location is chosen for polling. And then finally, we look for strong, recognizable boundaries. So where we can find a road, particularly a highway like the 101, or a physical feature, particularly a river or lake system, that kind of thing. We try to use that as a boundary. So we took these criteria into account, but I will reinforce that the key thing is that the districts have to be balanced, or as much effort as possible should be put in to make sure that the districts are reasonably balanced with each other. So Clare obviously had a council framework for its 8 districts that was adopted following the review of the municipality's application in 2015. That boundary framework was used in the 2016 election, and of course is the framework or the group of 8 districts that the current council was elected from. Excuse me. That council arrangement, when it was approved, included one district, District 6, with some disparity, a reasonable disparity that was accepted by the board at 12.72% over the average, and District 8 as well was just a little under the 10% guideline. In any case, the board accepted those disparities when it approved the boundaries in 2015. But when the 2016 enumeration was done, the counts were as shown in the as I look at it, the right-hand side of the table, and at that point
with the 2016 enumeration, 4 of the 8 districts were outside of the plus or minus 10% guideline. One of them, District 6, significantly outside at 17.68% outside of the guideline. So that meant that under all circumstances, we were going to have to make some changes to the districts, whether the status quo in terms of the size of council was upheld or council was reduced in size. So we went and created boundary scenarios that we then brought to a public meeting in Sonyaville in the Veterans Center on February 6th. And this was the distribution of voters that we had at that point. You'll see we were able to distribute 5 districts with all of the districts comfortably within the plus or minus 10%. And also with 8 districts, we were able to stay within plus or minus 10%, with the exception of District 6, but the variance was very small, just 10.9%. And I'm sure we could have taken these forward to the board in either case, and they would have been acceptable. However, in the course of the meeting, we had some discussion about some of the features of the district arrangement that we had, and we had some feedback about some issues that seemed to make sense. So we went back to the drawing board to create what we called in the report a pair of revised boundary scenarios. So I'm going to refer a little to my notes because the changes that we had to make related to some of the communities, and I've got to keep track of the community names. So with respect to the 8-district arrangement, the key issue that was raised was that Ohio and Weaver Settlement on the northern edge of the municipality were included in District 1. And there are English communities that would make more sense to include in District 2. And by the same token, St. Joseph and Concession, which were French communities, were included in District 2, and it would be desirable to include them in districts that would be predominantly French. So District 2, of course, is an inland district, and for the most part, the districts along the coast are predominantly French. So essentially, it meant switching those communities, putting Ohio and Weaver Settlement into District 2, which of course had to then be balanced by taking some population out, and so we took Concession specifically out of District 2, and after making an exchange between District 2 and District 3, which was to move the community of Grosse Cokes from District 3 into District 2, necessary to restore population in District 2 that was lost with the subtraction of Weaver Settlement and Ohio. And then we also, by taking Grosse Cokes away from District 3, we took it well below the parity guidelines, so we had the room to add Concession onto District 3. Now, that's with a qualifier. The northern section of Concession we had to leave in District 2, and it was not possible to move St. Joseph out of District 2. We simply would not be enough population, because even as is, we added population from the southern end of the municipality in Briar Lake and Hectanuga, as well as an isolated pair in just lost track of it for a second. Anyway, along the southern edge of the municipality, we added those groups, those communities which were in District 8 to District 2 to get it up within the variance criterion. And finally, that meant we took significant numbers away from District 8. We then put Malavet into District 8. An overall outcome of that was that District 2 is, I believe the communities that we took from District 8 are predominantly English,
in character. As I've mentioned, Ohio and Weaver settlement are predominantly English. So District 2 is largely an English or Anglophone district. The balance of the districts are primarily Francophone, with the exception of District 8, which has a mix of both. But the final changes we made did tend to, I guess, reinforce the Francophone population in District 8. So I think we have a reasonable scenario for an 8-district council that should be acceptable to the board. With respect to 5 districts, we made some changes there. The issue that was raised was the division of St. Martin between District 4 and District 5 in that proposed 5-district arrangement. So we consolidated St. Martin into District 4, but when we did that, we obviously had to make some changes to other districts, and roughly what we did was to take Meteghan Station out of District 4 and divide it between District 5 and District 2. The outcome of that, I have said in the report, I'm not really sure it's better than what we had in the first place. Having to divide St. Martin was an issue, but then we replaced it with the issue of having to divide Meteghan Station. So it's really a bit of a trade-off between the two. But I do feel it's generally academic because, as I said, the survey favored the status quo or continuing with a council of 8. As I indicated through the public meetings we've had, consultation is very important. The Utility and Review Board puts a great deal of emphasis on it. I think the majority favoring continuing with a council of 8 is substantial enough to be clear. And in my opinion, certainly the community association has spoken for a council size reduction, and they voiced their concern and gave their reasons for that at the public meetings. But on the whole, I felt speakers in the public sessions reinforced what we got from the survey, that the community would like to continue with a council of 8. So the recommendation of the report is to continue with a council of 8 in Clare with the boundaries that are that we've defined in this revised arrangement. And if you would like, we have done poster-sized maps, and they're on the wall on the side, and you can have a look at the details. And I will say that if there's any fine point that we can readily deal with in it, I'm willing to hear about that. We can yet make an adjustment, but you have to submit your application by February 28th, so we have that much time. Myself, I think we've gone over it fairly carefully, and I feel pretty comfortable with the boundaries that we've presented. Thank you, John. Are there any questions? Des questions? Brian? So the process is that you submit your application, then we submit, or you submit your report and we submit our application subsequently? That's correct. The application comes from the municipality. It can be supported by my report. It's just a small comment. I myself, I'm very pleased of the work that Stantec has done on this project. It's I think it's what the municipality, or at least the people, wanted. So it's a very good job, and I'm very pleased with the work. As-tu d'autres questions, commentaires? If I may, I'd just like to say that I had the pleasure of working with John throughout this process, and just on behalf of myself and staff that had some involvement in the process, I'd like to thank John and his team for their work on the file over these past few months. In particular, your commitment to following an established process and to encouraging dialogue and your willingness to listen throughout.
So just a thank you on behalf of staff. Well, I'd like to say thank you too. It has been a good experience working on this project, and we have been well supported by staff and helped a lot by the community, and in the participation of the community in this process was very good, and I think is the major reason why I think we've got a good outcome, and I think confidence, I hope, in the recommendation that we're going forward with. D'autres commentaires, questions? I have to say I agree with council that what I was very pleased with was the amount of public participation and engagement, and I think the process you laid out gave the opportunity for residents to really express their opinions. So I feel it's a very good report, and I feel that you've done an extensive job, especially when you look at the details throughout the report on numbers and the way you've dug into the community and understood what, the French-English component and the importance of the culture. So I just, on behalf of council, want to thank you for your work. It's very job well done. So in saying that, if council is in agreement, and I believe they are, we need a motion to accept the report. Danny? Okay, you want to put your mic? Now I'll make it. Yeah. I move that the Council for the Municipality of the District of Clare accept the 2018 Boundary Review Report prepared by Stantec Consulting Limited, including the recommendations pertaining to council size and electoral boundaries contained therein. Any discussion on the motion? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Ready for the question? All in favor indicate by saying aye. Aye. Contrary, nay. Motion carry. So thanks again for the great report, and see you soon, I believe, at the boundary review at the UARB hearing. Okay, well, thanks for good experience. And, we look forward to seeing you again. Thank you. Thanks, John. Peux-tu me dire mes papiers, là? C'est que tu me- Ensuite, allons aller à 4, adoption des minutes. Le 4.1, le 17 janvier 2018, réunion régulière du Conseil. Note-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre, proposée par Carl, appuyée par Neil. Tous en faveur, indiquant disant oui. Count. Motion adoptée. 4.2, le 7 février 2018, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Danny, appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant disant oui. Count. Motion adoptée. Alors, la 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, programme héritage 250e de Clare. Oui, merci beaucoup. Ceci, c'est un suivi sur la réunion du comité en conseil qui a eu lieu le 7 février. Lors de la réunion, Larry Peach, notre gérant de tourisme, avait proposé un projet ou d'explorer la possibilité d'un projet qui était essentiellement mettre en exposition une grosse coque qui serait au parc Jean-Marie Dugas à l'Anse des Bilbots. Lors de la rencontre, lors de la discussion avec le conseil, il semble avoir de l'intérêt de la part du conseil de poursuivre le projet. Mais c'était également la volonté du conseil de prendre l'opportunité d'y penser un peu plus longuement. Et comme de fait, on a décidé de remettre la décision de si vous voulez le poursuivre ou non à la réunion de ce soir. Alors, essentiellement, la raison que c'est sur l'agenda pour ce soir, c'est si c'est quelque chose que vous voulez que le personnel poursuive, ou si c'est quelque chose que vous voulez prendre un peu plus de temps à considérer, ou simplement le laisser tomber. Peut-être pour une petite clarification pour nous autres, c'est qu'essentiellement, ce qui demande, c'est l'approbation du conseil pour prendre la première étape. Mais essentiellement, c'est que ça revient que
ça coûte trop ou que n'aimons pas le concept, le conseil a encore l'habilité de dire non, puis d'avoir le bureau pour faire la première étape, c'est ça? Oui, la manière que ça va procéder, ou qu'on propose de procéder, c'est simplement d'inviter les gens qui sont intéressés à soumissionner ou à nous proposer un concept, essentiellement un concept d'une page. De là, il y aura une évaluation faite des concepts qu'on reçoit en discussion avec le conseil pour essayer de réduire le nombre de concepts à peut-être un ou deux qu'on souhaiterait explorer en plus de détails. De là, essentiellement, ça serait d'avancer avec un concept plus détaillé. Et on réalise que, étant donné la nature du projet, il y aura peut-être certains coûts associés à développer ce concept-là. À l'intérieur du bureau du Clare 250, on a un montant d'alloué pour un legacy piece. Alors, le montant pour essentiellement développer c'était un ou deux concepts-là. On pourrait défrayer les coûts avec l'argent qu'on a déjà budgété dans le projet et qu'on a le financement pour. De là, si le conseil décide d'aller de l'avant avec le projet, là, ça sera une question d'approcher différents bailleurs de fonds, différents programmes pour essayer d'aller chercher du financement pour le projet. L'intention, c'est, comme qu'on fait avec tous nos projets, c'est d'essayer de leverager les argents municipaux et d'aller chercher des fonds auprès de nos partenaires à la province et au niveau fédéral. Mais sans avoir ce concept-là en main, on n'est pas en position de dire qui est-ce qu'on pourrait approcher ou qu'est-ce que le projet pourrait coûter. L'intention, c'est pas de proposer un projet de demi-million de dollars. L'intention, c'est vraiment de garder ça quelque chose de plus modeste, plus raisonnable. En disant ça, qu'est-ce que votre désir? Hector? Na, du coup, je crois que vous ook met mon sens. Non, ça me semble que c'est une bonne chose, c'est pour au fil du board, Stéphane, il ne faut pas que ça coûte 1 million de piastres. Il ne faut pas que ça coûte 1 million de piastres. Ça fait une bonne affaire à mettre au parc à Sabonneau. Il faut que ça fasse que ça fasse catapulter autour de ça. Je ne pense pas que ça c'est quelque chose qui peut être des temps coûteux que tout ça. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Neil? Oui, moi je crois que l'idée est bonne. C'est de quoi de différent qu'on peut apporter dans Clare. C'est un projet que tout le monde dans Clare, je ne sais pas s'il n'y en a pas beaucoup qui vont jamais été au Pallon, mais pour des grosses coques, tout le monde y a été, puis ça ferait un bon, comme que conseiller T-Body, ça ferait un bon attraction pour les touristes. Tandis que ça ne coûte pas trop. Et il y a peut-être une compagnie dans Clare qui s'apprête à faire cette grosse coque-là, mécanisme ou whatever. Moi, je crois qu'il faudra poursuivre avec la recherche et avec l'argent qu'on a dans le bureau. Quelqu'un d'autre? J'étais en réunion 2 semaines passées à Halifax, puis il y a quelqu'un du département des affaires acadiennes qui a pris vent du programme et il était intéressé dans le concept. C'est-à-dire rendu à Halifax, il trouvait ça intéressant. Je crois que c'est l'idée de l'explorer plus que rien d'autre. Ça prendra un consensus va bien assez là. Quoi qu'il y ait fâché pas qu'ils sont partis d'une direction que le conseil n'est pas du tout d'accord avec. Si vous êtes tous, il y a un consensus autour de la table. Elle va prendre ça et aviser le comité de 250. 5.2, chemin John Thibodeau. Avant la réunion ce soir, je vous ai soumis quelques documents. Je m'excuse du retard, mais j'ai seulement eu l'information de la part des ingénieurs. La demande de soumission a fermé le vendredi passé. Et avant que les ingénieurs ont eu chance de faire leur analyse, je n'ai pas pu avoir l'information avant aujourd'hui. Mais essentiellement, si vous vous rappelez bien, plutôt dans l'année dernière, on avait proposé
la construction ou d'étendre le système des égouts sur le chemin John Thibodeau à Metighan en descendant la côte. On avait invité des soumissions et on en avait reçu plusieurs. Mais le budget, le montant des soumissions était beaucoup plus élevé que ce qu'on avait anticipé dans le budget. Le budget original pour le projet était 557 000 $. C'est ça encore le bureau actuel aujourd'hui. Alors, dans le temps, au lieu d'accepter aucune des soumissions, on a fini par toutes les refuser. On n'était pas capable de justifier le montant qui était demandé. Mais également, dans ces mêmes temps-là, on a décidé en consultation avec le personnel ici, le Conseil et les ingénieurs, d'attendre et de réoffrir le tender plus tard dans l'année, un temps qui était peut-être moins occupé pour les contracteurs. Alors, on a fait exactement ça. On a affiché le tender nouveau durant les mois d'hiver. Et le tender a fermé la semaine dernière. Et comme vous voyez, la première page qui est intitulée Minutes of the Tender Opening, on a reçu 6 bids. Et vous voyez, il y a quand même toute une variance entre la moins chère et la plus dispendieuse. Mais le low bid, c'était de Aberdeen Paving Limited, d'un montant de 477 652 $ et 20 cents. Alors, si vous regardez à la prochaine page, c'est juste une analyse qui a été faite pour nous assurer que tous les compagnies qui ont soumissionné le projet ont rencontré les critères et ont satisfait les critères de la soumission. Et dans le cas de Aberdeen, vous voyez qu'ils ont satisfait tous les critères. Et on propose un projet de 12 semaines, du début jusqu'à la fin. Alors, ça étant dit, la troisième page que je vous ai soumise, c'est peut-être juste un aperçu financier du projet et d'où ce qu'on en est. Comme j'ai déjà mentionné, on avait approuvé un total de 557 000 $ pour le projet. Jusqu'à date, on a dépensé environ 90 620 $. Puis ça, c'est une combinaison de frais d'ingénierie ainsi que des achats d'équipements nécessaires pour le projet. Alors, vous voyez qu'on est déjà investi dans le projet. Alors, ça étant dit, il nous reste environ 466 380 $ à dépenser envers le projet. Si on regarde la soumission de Aberdeen de 477 000, plus le montant de la TVH qu'on ne reçoit pas, parce qu'on ne reçoit pas le plein montant de la TVH, alors la portion qu'on ne reçoit pas, on est capable de le clamer comme une dépense du projet. Ça veut dire que le projet la soumission d'Aberdeen, il inclut sa portion de TVH, s'élève à 498 143, qui veut dire qu'on a un manque à gagner de 31 763. Mais en parlant encore avec l'ingénieur et encore avec notre personnel ici, on se sent confiant que la bid d'Aberdeen, c'est un montant raisonnable et qu'on ne va pas l'avoir pour moins cher, même si on attend aussi qu'on invite d'autres soumissions. Alors, si vous regardez un peu plus loin sur la troisième page, vous voyez, je l'ai intitulé en anglais, le Current Funding Mix. On voit que l'APEC est en train de financer présentement 50% du projet, soit un montant de 278 500, et que la municipalité et Riverside Lobster International financent chacun 25% du projet, ou 139 250 $ chacun. Ce qu'on propose, c'est que l'APEC, on ne propose pas nécessairement d'aller voir l'APEC pour plus d'argent, on sent qu'à 50%. C'est une contribution très généreuse de leur part envers ce projet-ci. Et la même chose que Riverside en tant que membre du secteur privé en train de contribuer presque 140 000 $ envers le projet, ainsi que toutes leurs contributions envers d'autres projets et activités à l'intérieur de la municipalité. On sentait que ce n'était pas juste d'aller les voir eux autres pour leur demander d'augmenter leurs contributions envers le projet. Alors, ce qu'on propose de faire, ou ce que je vous propose ici ce soir, ce serait d'augmenter la contribution de la municipalité. Et ici, dans les chiffres que je vous propose, ça serait de l'augmenter de 50 000 $, juste qui couvrirait le manque à gagner de 31 763,
mais qui en inclurait un petit peu plus, juste au cas où il y aurait des imprévus. Et c'est à noter aussi que dans la soumission de Aberdeen, il y a une contingency de 30 000 dérobâtie à l'intérieur de leur prix. Alors, avec le montant que les autres ont soumissionné, plus ce que je vous propose ici ce soir, le 50 000, on est confiant que ça va nous donner les fonds nécessaires pour finir le programme tel que prévu. On proposerait de prendre ce 50 000 de notre réserve en capital. Et la balance de notre réserve en capital à l'heure actuelle, j'en parlais un peu plus longuement ce soir dans mon rapport, mais est au-delà de 2,6 millions. Alors, c'est quelque chose qu'on est facilement capable de financer. Alors, si c'est quelque chose si c'est ce qu'on vous propose à soir, pour résumer, c'est essentiellement 2 motions. Une, c'est pour la première motion, ça sera pour accorder le contrat à Aberdeen Paving pour le montant de 477 652 et 20 cents plus TVH. Et la deuxième motion, ça serait pour essentiellement augmenter la contribution de la municipalité de 139 250 à 189 250 et que ces fonds-là proviendraient de notre réserve en capital. So, vous avez une belle explication, là, pas mal détaillée. Qu'est-ce que le désir du Conseil? Alors, quoi j'aimerais premièrement féliciter Stéphane pour le fait qu'il l'a bien timé pour l'RFP parce qu'on voit la différence des prix cette fois comparé à la dernière fois. Ça, certainement, c'est une grosse sauve de l'argent là. Mais en disant ça, qu'est-ce que votre désir? Moi, je pense qu'on a en fait de promouvoir l'industrie dans notre région parce que ça, ici, c'est fait pour basically industriel là en bas, c'est pour rendre un service à eux, pour qu'ils nous rendent un service back à notre communauté en forme d'emploi, / travail, noumlant. Ça fait que moi, je serais prêt à faire la motion si c'est ça le désir du Conseil. Oui, on ferait la motion. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde à Aberdeen Paving Limited l'appel d'offres pour l'extension des égouts sur le chemin John Thibodeau d'un montant de 477 652 et 20 sous plus TVH, qui sera financé par le réserve de capital de la municipalité. Quelqu'un qui appuie ça? Carl? Y a-t-il de la discussion sur la motion sur la table? On peut en discuter. Puis là, y a-t-il quelqu'un qui veut? Je crois que ça supporte le développement de l'économique. C'est pas mal clair. Fait que je supporte la motion pour ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre? It's still a good deal, even though it was up a little bit. $189,000 for a $600,000 project in the municipality. So, and I agree with everybody else. We have to support it. The reality is, if we could do all our sewer systems with that funding formula, we'd be in good shape. Êtes-vous paré pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Ensuite, motion 2, ça prendra une motion pour augmenter la portion municipale hectare. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare augmente sa contribution de 139 250 pour l'extension des égouts sur le chemin Ron Thibodeau Road jusqu'à un maximum de 189 250 et que ces fonds supplémentaires prouvent de la réserve de capital de la municipalité. Quelqu'un qui appuie ça? Puis par Danny, y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Ensuite, allons-les à 6, rapport des activités du préfet. Mon rapport est long un petit soir, mais on ne va pas aller en grand détail, mais si vous avez des questions, vous pouvez certainement les demander. Le 17 janvier, je passe en entrevue avec Laura Redmond du Digby Courier pour discuter la réunion publique au Centre des anciens combattants
portant sur les frontières électorales municipales. Le 22 janvier, j'ai assisté à une réunion du bureau de direction de l'Université Sainte-Anne. Le 30 janvier, j'ai assisté à une réunion de Harborside Lodge à Yarmouth. Le 1er février, j'ai passé en entrevue avec Michael Gorman du CBC pour discuter de l'approche employée par la municipalité pour le recrutement des médecins. Puis vous avez probablement vu, ça fait Information Morning. C'était sur, il y avait un article écrit sur CBC, puis ça fait les nouvelles à 6 heures sur la télé. So, c'était de la bonne, il a fait vraiment un bon job, Michael Gorman, et trouvé qu'il a fait un beau reportage. Le 5 février, assisté à une conférence téléphonique du comité de vérification pour le CDNA. Le 6 février, assisté à la deuxième réunion publique au Centre des anciens combattants portant sur les frontières électorales municipales. Et beaucoup de vous autres étiez à la réunion, c'était bien. Le 8 et le 9 février, participé à la réunion du bureau de direction du CDNA à Halifax. Et ça, c'est partie de la réunion, c'était une session de gouvernance pour le Conseil des gouverneurs. Ouais, puis l'autre moitié, c'était avec plus ou moins les activités régulières. Le 9 février, j'ai assisté à une réunion avec le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNee, et le préfet de la municipalité de Digby, Jimmy McAlpine, pour discuter le programme ciblant le marché chinois, plus spécifiquement les opportunités autour du tourisme et le développement économique, la pêche et l'éducation. Mais nous avons aussi eu l'opportunité, et avec pour un heure, on parlait de beaucoup d'autres choses, le villa, le recrutement des médecins et d'autres. C'était vraiment une bonne réunion. Le même après-midi, j'ai rencontré David Wong du China Business Bureau de la Nouvelle-Écosse pour discuter la possibilité des projets entre la Chine et notre municipalité. Puis une des choses qui s'intéresse à faire, il va venir faire une présentation à ESDC pour des échanges culturels en Chine. Il le fait avec des écoles à Halifax puis des écoles à Ottawa. C'est que les élèves master, ils vont à Cuba et des endroits de même. Il y aura la possibilité qu'ils quitteront en Chine. Ça fera comme 9 jours. Ils iront peut-être comme à Beijing. Puis là, mais ils iront à l'école dans la semaine. La semaine, ils iront à 5 différentes écoles. Le matin, ils iront en classe. Puis là, ce soir-là, ils feront billeter par la famille. Puis là, le week-end, ils finiront à Shanghai. Puis là, ça va de rien. C'est son intérêt de venir à ESDC pour parler de ce programme-là. Puis il fait bien d'autres écoles. Quoi que ça ferait intéressant pour les jeunes de la région. Le 3 février, j'ai assisté à une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne qui a pris place à Halifax. Là aussi, c'était une réunion, une session de gouvernance. Puis la deuxième moitié, ils ont commencé leur nouveau plan stratégique qui soit fait travailler dessus maintenant. Puis on va vous aviser que vous allez tout été invités à participer dans ce plan-là, le développement du plan stratégique. Je pense que vous allez recevoir une invitation du recteur. Ça fera quelque temps dans le mois de mars pour vous rendre à l'université avec le consultant pour vos opinions et participer dans l'exercice. Le 14 février, j'ai assisté à une consultation publique au Centre des anciens combattants animée par le CDN portant sur le développement de plans communautaires. Une autre fois, il y en avait d'autres de vous autres là. Et le 14 février, j'ai passé à une entrevue ici au bureau municipal avec Olivier Lefebvre de Radio-Canada pour discuter l'approche employée par la municipalité pour le recrutement de médecins. Lui a fait faire un article ou des épisodes, là, je ne sais pas quoi c'est que le bon mot en français, mais des épisodes à travers du Canada sur les différents succès dans la santé. Puis une des histoires va être la municipalité de Clare. Il est venu ici, là, il est au centre médical. Il a eu une entrevue avec Dr. Dow puis avec Alain Blin, Dr. Alain Blin.
Il m'a dit qu'il croit que ça sortira dans le mois de mars. Ça, c'est mon rapport. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il est long un peu, là, mais... Sinon, alors les présentations officielles des membres du Conseil. Hector? Oui, je vais rencontrer Mr. Jason Nelson du Canada Post le 19 février concernant la fermeture du bureau de poste au Petit Ruisseau. Le bureau de poste au Petit Ruisseau a fermé le 30 septembre 2017 par raison personnelle du maître du bureau. Trois commerces ont approché pour avoir le bureau de l'entreprise, mais il n'y a pas d'intérêt. Le poste est maintenant livré au bureau de Pointe-Église et distribué aux boîtes communautaires en arrière de l'Oracle. Il m'a indiqué qu'après la neige, ils vont placer du gravier sur les stationnements autour des bois. Puis il m'a indiqué que si qui va au chien de misère ou qu'il y avait des trous dans du temps, des trucs comme même, rien besoin de l'appeler. Et puis que ça ferait plus grave. J'aimerais aussi que c'est une chance de féliciter Geoffrey Leblanc comme poète officiel du Parlement. Félicitations, Geoffrey. So, notre J'aimerais pour le stationnement, il a l'autre le PV aussi qu'il a l'autre. C'est ça qu'il voulait faire, il voulait mettre la grave, le port, et puis si de la mise, il voulait rien que le mettre, mais il n'y a plus de neige. Il voulait pas le mettre à ce parce que ça va rien. Il voulait mettre, mais il n'y a plus de neige. Et puis, mais que le port, et puis si il y a des trous, il y a un conscient à le remettre. Il ne peut pas parler de PV. Eric? Je vais prendre cette occasion pour féliciter Emery's puis Harold German. Le 15 février, ils ont célébré le 60e anniversaire de mariage. Ça fait que je pense que du nom de la municipalité qu'un certificat fera en ordre pour eux, si ça peut se faire. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Yvon? Il y avait un autre 60e par chez nous et tout, le 25 janvier. C'était à Irene Mea. Ils vont célébrer le 60e. Même affaire, oui, certificat si ça peut. Vous êtes tous d'accord? Oui. Quelqu'un d'autre? Sinon, allons à la correspondance, lettre de la municipalité du district Yarmouth, préfet Leland Anthony. Dear municipal units, further to our letter to you on July 24th, 2017, the municipality of Yarmouth will be hosting a meeting on Tuesday, February 27th, 2018 at noon at Rod's Grand Hotel, 417 Main Street, Yarmouth. Members of Environment Climate Change Canada will be in attendance to discuss Doppler radar as well as ways to improve forecasting. As you know, Yarmouth, Shelburne, and Digby counties are currently without the benefits of adequate and reliable weather information, which has resulted in this meeting being arranged with members of Environment Climate Change Canada. You will find included with this letter 2 maps identifying current and future Doppler radar coverage. Clarification on this mapping, which clearly identifies the lack of appropriate coverage, will be requested. We would like to extend an invitation for a representative of your municipal unit to attend this luncheon meeting and would ask that you reply by February 20th to Lee Smith Doucette at 902-742-7159 if a representative will be attending. We would like to thank you for your past and continuing support and encourage your attendance at this meeting with government department representatives to emphasize the importance of adequate and reliable weather information for the public, for the general public, emergency services, our fishers, and other related trades that rely and depend on accurate weather forecasts and monitoring. Yours truly, Leland Anthony, Warden, Municipality of Yarmouth. Redire a répondu à titre d'information pour le Conseil. Redire a répondu à Liz Smith-Doucette pour lui indiquer que
le préfet ou dans l'absence du préfet qu'on aurait un représentant à la Réunion. Alors, ils sont au courant que la municipalité de Clare sera représentée autour de la table. Eric? Si ça pouvait, mon frère intéressé à attendre la réunion parce que nous autres, pour le transport scolaire des autobus, notre forecast n'était pas beaucoup bon, puis mon frère beaucoup intéressé à voir de quoi de meilleur. Ça m'intéresse si quoi arrive que le préfet ne peut pas y aller. C'est peut-être une bonne chance que je ferai la pêche, là. Regarde dans le forecast. C'est qu'il est bien. Ensuite, alors, la 8.2, l'aide de la ville de Middleton, Mayor Sylvester Atkinson. This letter is addressed to Councillor Jeff Stewart, President, Union of Nova Scotia Municipalities, with a CC to mayors and wardens of all Nova Scotia units. The town, dear Councillor Stewart, the town of Middleton Council took time at its regular council meeting held on December 18th, 2017, to discuss the proposed name change for the Union of Nova Scotia Municipalities. This came after several members attended the UNSM Fall Conference and in consideration of the correspondence sent to all municipal units by the municipality of the district of St. Mary's on this topic. While understanding the amount of time and effort the board of directors and staff of the UNSM put into making strategic and long-lasting decisions for the membership, Town Council also wished to express its concern around the proposed name change to Federation of Nova Scotia Municipalities. The primary concern is around the vernacular in today's popular culture that the acronym may infer to an otherwise professional and integral part of local government in our province. With all due consideration to the decision-making process, we respectfully suggest the reordering of the words to create a new acronym that also maintains the term Federation. The new name could be maintained by using Nova Scotia Federation of Municipalities, or NSFM. Thank you for taking the time to consider this suggestion and bringing it to the Board of Directors for input at that level. Sincerely, Sylvester Atkinson, Mayor. So, la prochaine lettre relie à ce chat, peut-être c'est mieux de la lire avant dans la discussion, c'est que tu penses c'est approprié. Certainement. La prochaine lettre nous parvient de Jimmy McAlpine, le préfet de la municipalité de Digby. Dear Councillor Stewart, I am writing on behalf of the Council of the Municipality of the District of Digby to express Council's agreement with the suggestion from the town of Middleton regarding the proposed name change for the UNSM. Council agrees that the name Nova Scotia Federation of Municipalities, or NSFM, would be a more suitable name given the concerns regarding the acronym for Federation of Nova Scotia Municipalities, or FNSM. Sincerely, Ginny McAlpine, Warden. Je suis sûr que vous en souvenez, 3-4 réunions passées, il y avait une lettre de la municipalité de St. Mary's, ça me semble, que eux, ils ne proposaient pas vraiment un nom, mais ils n'étaient pas contents avec le genre que la UNSM proposait. Et veut dire quoi que c'est clair, veut dire c'est la 3e municipalité qui s'exprime sur ça. Honnêtement, moi, je n'aime pas trop le genre, moi non plus. Mais ça te montre que même avec le gros travail qui a été fait, on ne dirait pas que ça a été... ça s'est rendu vraiment aux municipalités, peut-être comme ça, là deux. Je ne sais pas, je veux dire, quoi c'est que votre opinion là-dessus, c'est qu'on veut se prononcer ou pas se prononcer, ou supporter le nom, rien que demander pour qu'il garde au procès de nouveau. Je ne sais pas quoi c'est que votre désir. Brian? Je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le UNSM propose, mais je suis plus d'accord avec NSFM, parce que, autre que ça, Fédération domine l'acronyme, j'aimerais pas que ça fait le premier nom de l'acronyme, bien sûr. Je veux dire, moi, je supporte le NSFM. Moi, le concerne, moi, est tout à eu, mais ça concerne que moi, je n'ai pas de la part du Conseil, c'est moi, je ne croyais pas qu'il y avait problème avec UNSM, parce qu'essentiellement, la UNSM est supposée de représenter les municipalités, puis la clientèle, c'est nous autres. Si je savais quoi la UNSM fait, essentiellement, ça travaille.
So, moi, honnêtement, je ne sais pas vraiment où ce que l'idée de quand le nom est venu, mais rien contre l'acronyme qui voulons que Brian ne soit pas FNSM, si je peux le dire, là, mais so, et tu as fait proposer qu'on recommande cela ou qu'on demande qui? Moi, je propose que la UNSM va faire un changement, non? Ce soit si qui demande, ici, demande pour notre opinion, je trouve si le monde, les autres conseils sont d'accord avec ça, qu'ils disent que c'est ça qu'on préfère, mais si point on a besoin de réponse, ils demandent pour notre opinion. Rien que pour clarifier, puis c'est pas la UNSM. La UNSM a déjà décidé sur le nom nouveau. Ça, c'est les municipalités. Après la décision, des municipalités individuellement ont braqué écrire des lettres, dire je ne suis pas vraiment content avec la décision qui a été prise. Je veux dire, ça n'a pas vraiment de demande d'opinion. Selon ça, on comprend, mais on a le droit d'exprimer notre opinion. Si vous voulez, puis c'est ça, il faut que le conseil se décide. Comme si, moi, je n'ai pas de problème de supporter la suggestion de, c'est-tu Berwick ici? Middleton, oui, excusez, de Mayor Atkinson. Si c'est ça le désir du conseil ou pour Danny? I agree with Brian's original statement. I would like to go with NSFM. I mean, it's already been changed, right? So they might as well change it to this. I didn't have a problem with UNSM myself, but Moi, c'est comme tu as mentionné tout, monsieur le préfet, moi, je suis point content comme qu'il l'avait fait. Ça a été forcé sur nous autres, on dirait. C'est l'impression que moi, la UNSM a fait une décision, puis il n'a pas demandé nos opinions, que moi, je crois qu'on devrait avoir, que tous les municipalités auraient dû être représentées. Fait que ça, il s'en fait fort de coup de manière après que ça, et puis, on ne devrait pas avoir besoin de faire, ça aurait dû être demandé au commencement. Ça fait que c'est ça mon opinion, moi. Ça. Quelqu'un d'autre? Moi, je crois que Middleton n'a pas envoyé des lettres à nous autres et Digby. Je crois que tout le monde en a eu. Puis je crois, comme Brian a dit, ce changement NSFM va être en majorité. Ça fait que le UNSM que tu as auparavant va changer back à ça, je crois. Moi, je te supporte. Alors, je crois que le point à Carl et tout, c'est qu'il a eu des discussions à des réunions régionales, mais la réalité, c'est que le monde, beaucoup de municipalités ne peuvent pas se rendre. Un gros camp comme ça, tant qu'à moi, aurait dû venir à chaque conseil individuellement pour leurs opinions. Moi, je penserais, ça serait que ce n'est pas la procédure, ça serait comme que je dis, quoi que moi je pense. Mais en disant ça, ça paraît clair assez que nous du support. Pour, Brian, voulais-tu faire une motion pour écrire une lettre supportant J'aimerais proposer qu'on écrive une lettre pour indiquer qu'on préfère l'acronyme NSFM. Appuyé par Danny, puis je pense qu'on devrait copier tous les autres municipalités. On a d'autres discussions sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. Ça se garde à 8.2, 8.3 là. 8.4, lettre de waste check, utilisation des sacs de plastique. Récemment, vous avez sûrement vu dans les médias, il y a eu plus de reportages sur l'utilisation des sacs de plastique. Et je sais que Gus Green, qui est gérant de Waste Check pour le District 7 qui couvre le sud-ouest de Nouvelle-Écosse et inclut la municipalité de Clare, a fait quelques tournées à différents conseils pour faire une présentation sur ce sujet-là. Suite à ces présentations, je sais qu'il a présenté à Digby et la municipalité de Yarmouth. Il a envoyé une lettre aux autres municipalités, puis je vais vous lire la lettre rapidement. Dear Warden LeBlanc, at the February 12, 2018 meeting of Waste Check, there was a lengthy discussion on the topic of plastic film and specifically single-use plastic bags, the kind used by many grocery stores and retailers. The current Nova Scotia Minister of Environment, the Honourable Ian Rankin, has expressed interest in banning these bags if the action was supported by Nova Scotia municipalities.
The request for municipal support was put to the regional chairs by the minister at a meeting with him on January 11th, 2018. At the regional chairs meeting, January 12th, 2018, the chairs were instructed to take the request for support back to the municipalities in their region. Therefore, in support of our regional chair, Leland Anthony, and at the request of the Waste Check Authority, we ask the question of you. Is your municipal unit supportive of a provincial ban on single-use plastic bags? If you would like to discuss this issue, or if you would like Waste Check staff to attend a council meeting to present on and discuss the issue, please do not hesitate to contact me. To date, the municipality of the District of Digby has passed a motion to support a provincial ban, and the municipality of the District of Yarmouth has discussed the issue but have not yet reached a decision. If your municipal unit is supportive of a provincial ban, a draft motion is attached to this letter for your consideration. The Waste Check Authority has respectfully requested you reply to this correspondence by March 9th, so that Chairman Anthony can report on our support or opposition at the next Regional Chairs meeting. Please do not hesitate to contact me. Sincerely, Gus Green, General Manager, Waste Check. Discussion sur la lettre. C'est justement pour additionner qu'on va parler plus dans mon rapport. Mais notre dernière réunion, c'est ça qu'on a parlé plus. Puis comme le groupe de Waste Check, on aimerait voir changer du bord de banner les sacs, mais c'est pas facile comme qu'on pense. Mais anyway, on va parler un petit plus dans mon rapport. As-tu quelqu'un? Moi, je crois qu'elle m'a invité, je pense que c'est Gus Green, qui est venu nous parler au sujet de ça. Moi, elle m'a dit que le public soit au courant de ce qui arrive si ban les plastiques. Ça va être du papier ou ça va être ce que vous voulez dire? Bien qu'il vienne nous parler, moi, je ne suis pas décidé encore sur cette affaire ici. Quelqu'un d'autre? Hector? Oui, moi, je suis d'accord avec le Conseil. Je suis d'accord que le représentant de Waste Check vienne puis qu'on ne parle plus, qu'on nous explique tous les points pour et contre et tout ça. Je suis 100% d'accord, mais on repense et tout, comme ça va avoir un impact sur nos besoins. Là, puis je ne sais pas si vous devriez vraiment reach out à la Chambre de commerce ou même le monde que ça va impacter avant de faire une décision. Tu sais, alors, je sais qu'ils veulent une réponse par le 9, mais vraiment, on croit que c'est important. Prenons notre temps et faisions la bonne décision. C'est ça, moi, je pense. Moi, je crois que ça ferait peut-être une bonne idée d'aller à la Chambre des commerces avec voir pour s'il y a de l'intérêt du tout avec les inputs, c'est quoi ce qu'ils créent. Pour dire ça fait gros change, ça va être une grosse différence en dépenses d'aller si qu'il y a papier ou plastique ou si qu'ils vont là avec un dépôt de manière comme ça que Walmart en fait faire, là, 5 cents le sac ou quoi de même, ça pourrait faire un gros change. À titre d'information, la discussion est également en train d'avoir lieu, comme vous le savez, à d'autres municipalités à travers la province. Et de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à date, le consensus ou certainement l'opinion majoritaire a été que pour que ça ait un effet, vraiment, il faut que ce ban-là ait lieu à l'échelle provinciale, qu'il faut qu'il y ait un consensus parmi les municipalités. Ils veulent essayer d'éviter une situation où la région sud-ouest interdit les sacs en plastique, mais que les sacs sont permis dans la vallée. Pour simplement à cause qu'ils réalisent qu'il y a un impact, surtout sur le secteur privé. Alors, si on est pour le faire, le feedback que j'ai reçu de quelques municipalités, plus récemment la municipalité d'Amherst, c'est qu'en principe, ils sont peut-être en faveur avec l'idée tant et autant que ça se fasse de façon uniforme à travers la province. Alors, juste à titre d'information. Puis, veut dire quoi que le danger pour nous autres, si nous faisons des décisions trop vite, c'est que toutes les municipalités disent qu'ils voulaient, puis ils le faisaient. Alors, la province veut dire, allons le faire, puis elle va dire, ben, ça a été demandé par toutes les municipalités de le faire. Sauf faut que aussi que si nous le faisons, nous savons exactement quoi ça veut dire.
So vous êtes tous d'accord d'inviter à la suggestion à Conseil Doussa, sous-préfet Doussa, d'inviter Gus Green? Juste à titre de clarification, ce sera-t-il invité à la réunion du comité en conseil ou du réunion télévisée du conseil? Il faut qu'il y ait une réponse avant le 9 ou 9 de mars, ça fait qu'il faudra l'inviter à la première réunion du conseil, quoi. Oui. Je suis d'accord à Conseil de prendre une réponse avant le 9, mais ça, la deadline, c'est-tu provincial ou c'est que c'est avec C'est qu'ils ont le meeting, la réunion des chairs. OK. Mais je ne pense point qu'on devrait faire une. Il ne faut pas que ça nous influencer. Moi, je pense point, nous. Parce que c'est encore up in the air, là, comme on dit. So, je sais qu'il aimerait une réponse, mais moi, je ne pense pas qu'on devrait laisser ça nous influencer. Moi, je crois qu'on devrait le faire comme il faut. Puis, s'il faut que ce soit l'autre réunion, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Moi, je pense, anyway, Moi, Stéphane préfère quoi la réunion télévisée, si c'est point télévisé, elle va avoir toute l'information, puis si je prends une décision, personne d'autre va l'entendre, au moins quelqu'un vient s'asseoir. Puis si c'est télévisé, le monde a l'opportunité d'écouter. Yvan? Ça y est, une belle petite présentation, comme ça va être de la bonne information. Je crois que ça fera une bonne idée de l'avoir télévisé, parce que ça explique le scénario que pourquoi qui voulons l'impliquer là. Ça. Oui, peu importe quelle réunion que c'est, je crois qu'il faudra inviter peut-être des secteurs que ça implique, la Chambre de commerce, peut-être l'endroit Métégan, là, en tout cas des compagnies qui ont à faire beaucoup avec le plastique. Les avoir ici qui voient. Je crois que c'est une bonne idée. Tu sais, Hawaii, on la rend au masque. C'est pas tout le monde qui le voit. Je crois que devrait d'envoyer des invitations à tous les magasins et tout le monde. C'est une bonne idée. Ça, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Oh, Danny? Still on it. I think we definitely do need more information on it because we have no idea what alternatives or, what they want us to do. But I was reading in the draft, if you was to sign the draft and send it back, they're saying there the province is agreeable to a plastic bag ban or introduce a fee. So it's not even a straight up ban they want you to sign. So we do need more information. Ensuite, alors la 9, rapport du directeur général, Stéphane. Merci, Monsieur le Préfet. On va essayer de garder ça un peu court ce soir à cause que plusieurs des progrès sont cédulés pour discussion sur l'agenda. Pour l'usine de traitement des égouts à la pointe de l'église, pas grand changement là. Les trois nouveaux panneaux ont été livrés, installés, sont maintenant pleinement opérationnels. Ça, c'est 3 nouveaux panneaux à Métégan. Le progrès original est complété et on a fini pas mal en dessous du bureau original. On était à environ 54 000 $, en dessous du bureau, qui est très bien. Comme on a discuté auparavant, on parlait d'introduire un système de SCADA qu'on a déjà dans notre usine à Billy-Bosco et qu'on a déjà dans nos panneaux. Puis ça, c'est quelque chose qui va nous permettre des efficacités au niveau de la communication, du monitoring de notre système. La province, on a discuté de cette possibilité-là. Une fois qu'on a eu l'approbation du Conseil de poursuivre ça, on en a discuté avec la province et eux autres ont également vu la valeur d'ajouter ce système-là. Alors, on a leur pleine approbation pour aller de l'avant avec l'ajout d'un système SCADA. Utiliser les fonds qui nous restent dans le programme pour ajouter du SCADA. Et c'est un système qui est modulaire, alors on peut travailler à l'intérieur du bureau existant. Et on est en train de consulter notre firme d'ingénieur pour essentiellement une recommandation de c'est quoi le meilleur layout de ce système-là, compte tenu du bureau qu'on aura avec. Pour John Thibodeau, on en a déjà parlé plus tôt ce soir. Pour le hub culturel, on est... tel qu'on a discuté auparavant, on a l'opportunité de poursuivre du financement additionnel de l'APK d'un montant de 30 000 $. Pour ce faire, il faut que la municipalité contribue, verse également un 30 000 $ additionnel envers le projet qu'on a déjà dit qu'on était prêt à faire.
Les travaux qu'on parle, c'est surtout des travaux à l'intérieur, du crack filaire, de la peinture, de l'éclairage. Également, des choses des problèmes qu'on a adressés avec l'édifice qui sont pas conformes avec le code de prévention des incendies. Alors, c'est des problèmes qu'il faut adresser. Tout ça pour dire que la demande de soumission va sortir demain. On a déjà spéqué le travail qu'on va faire. Alors, on va sortir une demande de soumission demain. Et qu'elle va fermer le 23 mars. Alors, les personnes qui sont intéressées auront environ un mois à soumissionner. Mais ça va être très clairement dit que c'est conditionnel sur le financement pour le programme. Alors, ça, vous verrez ça d'ici quelques jours. Pour le 250e de Clare, une petite mise à jour. Une liste de 250 choses à faire dans Clare en 2018 a été préparée et celle-ci la checklist a été inclue dans le Clare Visitors Guide 2018. Au mois de mars, il va y avoir une liste plus détaillée, mais ça va surtout être un blog, 250 choses à faire dans Clare qui sera lancé. On avait également parlé de faire un vin commémoratif pour le 250e. Et on a invité des artistes de la région de nous soumettre des designs ou des images pour l'étiquette pour le vin, pour les bouteilles de vin. On a reçu 14 soumissions. Alors, on est en train très, très fiers de ça. Je pense une dizaine d'artistes dans 14 soumissions en tout. Alors, on est en train de les évaluer à l'heure actuelle, ou le comité est en train de les évaluer à l'heure actuelle. Et finalement, sur ce projet-là, comme je dis, les activités qu'on propose dans l'avenir, le serment d'allégeance, un reenactment de la signature du serment d'allégeance, Claire dans un soir, l'arrivée de Rosette Dugas, un vin fromage, l'ouverture du parc au Cap Sainte-Marie. Tout ça, ça va avoir lieu sous peu. On a également une réunion avec le Bureau des affaires acadiennes et de la francophonie, leur directeur général Mark Bannerman, par rapport à notre 250e. Et il y avait beaucoup de l'intérêt de la part de son département à essayer de nous aider avec ce projet-ci. Alors, on était invité de soumettre une demande de financement d'environ 20 à 30 000 $ qui pourrait venir ajouter au bureau qu'on a déjà pour les fêtes durant l'année. Alors, avec leur travail, on va essayer de trouver un programme ou des programmes à l'échelle provinciale qui pourraient venir appuyer nos efforts. Alors, c'est ce dialogue-là se poursuit à l'heure actuelle. Et on me dit que la ministre Lina Diab, qui est ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, est également intéressée dans les activités qu'on est en train de proposer pour notre 250e. Alors, on voit ça comme très positif. Pour ce qui est au Cap du Fort à Sainte-Marie, des petites choses qui se passent là. Le site web et le design du site web et le développement du contenu pour le site web avancent bien. On espère lancer le site une fois que la date d'ouverture officielle du parc soit établie. En parlant avec le bureau à Colin Fraser, on est en train de garder une date tentative dans la semaine du 14 mai, pour la simple raison que Colin est ça semble travailler bien, mais Colin est dans la région pendant cette semaine-là et aimerait pouvoir participer au nom du gouvernement fédéral, qui est un gros bailleur de fonds envers ce projet-là. Alors, ça nous semble approprié. Le format pour le nom, les dates et les âges pour le monument a été finalisé. On en a parlé suite aux commentaires qu'on a reçus de la Société acadienne. On a fait quelques révisions. On les a envoyés à Heritage Monuments, ainsi que quelques révisions que nous autres, on voulait proposer, surtout au niveau de la mise en page. Alors, ça a été fait, finalisé, et Heritage essentiellement attend juste les nouvelles de nous autres pour commencer à graver. Alors, on espère pouvoir faire ça sous peu. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, là aussi, on est en train de préparer des spécifications pour essayer de monter un nouveau projet, comme que j'ai discuté avec le Conseil plus tôt. L'intention, là, ça serait de pouvoir aller et d'inviter des soumissions à la fin du mois de mars. Une fois qu'on a fini avec les soumissions, analyser les soumissions pour le hub culturel, on aimerait pouvoir lancer l'invitation pour les gens à soumissionner pour le centre des anciens combattants. Une fois que ce tender-là est fermé,
on prévoit établir une liste de priorités pour les rénovations proposées qui sera présentée au Conseil pour votre considération. Et si vous jugerez bon d'approuver la liste, c'est ça qui va vraiment former la base de notre demande de financement au nouveau programme d'infrastructure au fédéral et à la province. Et encore une fois, en parlant au bureau à Colin Fraser, on prévoit que ces programmes-là seront lancés au plus tôt au mois d'avril, mais c'est possible qu'il y aura des délais. Alors, on essaie de s'enligner avec ce qu'on sait qu'est la date prévue, mais ça peut toujours changer. Pour ce qui est de la Pointe-à-Major, on attend toujours des nouvelles du groupe par rapport à ce qu'est leur plan, comment est-ce qu'ils souhaitent procéder avec le chemin. Comme vous savez, on a fait un estimé du prix que ça coûterait pour amener le chemin au standard ou aux normes de TIR. Et on a également calculé le montant total du projet, mais également qu'est-ce que ça représente pour chaque propriétaire le long de ce chemin-là. Alors, on attend des nouvelles du groupe. Pour ce qui est du Grand Fondo, à partir du 20 février 2018, on avait 101 participants de registrés. Parmi ces 101 participants-là, il y en avait 26 qui étaient des personnes de l'extérieur de la province. Alors, c'est très encourageant. Au mois de février, on a distribué un bulletin électronique au-delà de 1500 personnes qui sont abonnées. On est également en train de finir le design de map brochure pour 2017 et 2018-2019 avec des mises à jour ou des updates du texte, des nouvelles photos, des nouvelles maps. Et on prévoit en imprimer 10 000 copies et que ça va nous durer pour les deux prochaines années. On a également établi un partenariat intéressant avec Grand Fondo Forilon, excuse-moi, qui est en Gaspésie. Puis ça, c'est surtout au niveau de la promotion, de la cross-promotion de nos deux activités. Et eux autres vont envoyer un ou des représentants de leur Grand Fondo venir participer au nôtre. Et on a également une invitation d'envoyer un de nos membres participer à leur Grand Fondo en Gaspésie. On a reçu de la confirmation de la province aussi, confirmation de financement de la province, de Tourism Nova Scotia for Digital Marketing de 5 000 $ pour le Grand Fondo 2018-2019. Alors ça, c'est certainement apprécié. Et on est en train d'approcher nos commanditaires, surtout pour le logement. L'année dernière, on en avait 4, l'Admiral Digby, Annapolis Basin Conference Center, Digby Pines et la Rod Grand. Jusqu'à date, l'Admiral Digby et l'Annapolis Basin Conference Center ont accepté de commanditer l'événement de nouveau. On lui demande $400 chaque. La Pines a respectueusement refusé, simplement à cause que c'est un temps occupé pour eux autres de l'année. C'est ça qui nous a été dit comme raison. Et la Rod Grand, eux autres, ils ont un nouveau gérant, alors on n'a pas encore fait contact avec eux autres, mais Larry est en train d'essayer de le rejoindre pour au moins initier les discussions. Pour ce qui est du Metegan Sewer Extension, qui est le projet encore, c'est un autre projet d'infrastructure majeure qui est essentiellement complété, mais qui reste de l'argent sur la table. Il reste environ 80 000 $ pour ce projet-là. Alors, ce qu'on a proposé de faire, on a proposé au Conseil d'acheter une nouvelle pompe pour l'usine de traitement des égouts qui est nécessaire, qu'on n'avait pas prévu dans le projet original, mais qu'on a rapidement appris qui était nécessaire, et de remplacer notre outfall pipe qu'on avait identifié l'année dernière, qu'on avait besoin de remplacer d'ici une couple d'années. Alors, jusqu'à date, on n'a pas reçu de nouvelles de la province par rapport à si on a le droit ou si on peut le faire. On me dit qu'on aura des nouvelles sous peu. Alors, aussitôt qu'on a des nouvelles, on sera dans la mesure de procéder avec ces achats-là. Mais on est confortable que ces travaux-là peuvent se faire à l'intérieur du 80 000 $ qui était déjà mis de côté pour ce projet-là. Alors, on n'est pas en train de parler de la nouvelle argent pour la municipalité. Pour ce qui est de nos finances, en date du 31 janvier 2018, la municipalité avait 8 419 422 en revenus versus 6 802 763 en dépenses pour un revenu net de 1 616 659. Encore en date du 31 janvier, la municipalité avait une balance de 1 403 801 dans son compte de banque.
265 068 $ dans son Capital Fund et une balance totale en réserve de 4 013 $ et 685 $. De ce montant-là, du 4 013 685, on peut le diviser de la manière suivante. La réserve opérationnelle, 439 750. La réserve en capital, 2 643 525. La réserve pour la fermeture du landfill, 318 243. Et notre réserve pour la taxe sur l'essence fédérale, 612 167. Et sur cette dernière réserve-là, on s'attend d'avoir le dernier versement d'ici la fin de l'année fiscale. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un peu moins que 200 000 $ qu'on prévoit recevoir comme le dernier versement. À l'interne, il reste quelque chose à noter. La planification pour le bureau 2018-2019 a été démarrée, ça avance bien. Les bureaux départementaux sont redemandés au directeur des départements de me les soumettre d'ici le 28 février. Pour ce qui est de Grants to Organizations pour 2018-2019, on a établi la date limite de soumettre les demandes comme étant le 30 mars 2018. La demande, le formulaire a été mis à jour et est maintenant disponible sur notre site web. Et il va y avoir des affiches dans le Clare Shopper et le courrier pour laisser savoir aux gens. Les évaluations du personnel, on prévoit les commencer bientôt et le but, ça va être de les compléter d'ici le 30 mars, avant la fin de l'année fiscale. Et finalement, juste quelques réunions que j'ai assistées. Depuis la dernière réunion du Conseil, je me suis rencontré avec Craig Smith de TIR pour discuter des possibilités de faire des travaux sur nos trottoirs. L'équipe de gestion ici à l'interne s'est rencontrée le 23 janvier. Le préfet et moi-même, on s'est rencontrés avec le président et le trésorier du transport de Clare le 25 janvier. Les sessions de consultation publique comme partie du Boundary Review, celle du 6 février. On s'est rencontrés avec Conseil Hill, Conseil Doucet et Conseil Leblanc et moi-même. On s'est rencontrés avec des représentants de Richfield, du Richfield Fire Department, ainsi que de la Clare Firefighters Association le 8 février pour discuter le futur de ce département et ainsi que la prestation de services pour cette région-là. J'ai été invité de me rencontrer avec YASTA ainsi que quelques municipalités à une réunion le 14 février 2018 et un consultant qui a été embauché par YASTA pour faire leur 5-year development plan. Et le consultant, c'est Richard Innes de Brain Trust Marketing and Communications. Et j'ai assisté à une réunion hier aussi avec le REN, qui est en train d'également lancer un projet avec un consultant qui ont beaucoup appelé WavTech. Puis le titre du projet, c'est essentiellement Investment Opportunities and Strategies Implementation. C'est garder essentiellement attirer de l'investissement à la Réunion et comment promouvoir la Réunion, surtout dans les marchés internationaux. Quelques réunions qui vont se passer sous peu. J'ai déjà mentionné la réunion avec les municipalités et les rangs d'Environnement Canada. Il y a également la AMA, ou Association of Municipal Administrators. La réunion régionale de la zone ouest aura lieu le 9 mars 2018. Et finalement, notre tax sale annuel arrive sous peu et va avoir lieu le 10 mars, qui est un samedi. Et jusqu'à date, ça va bien. Il nous reste environ 26 propriétés sur la liste. Alors, ce n'est pas une grosse liste cette année. Et le staff est surtout Susan en train de faire beaucoup de travail là-dessus. Et on prévoit que la liste sera encore plus courte que ça d'ici le 10 mars. Alors, ça, c'est mon rapport. Merci Stéphane. As-tu des questions? Brian? Y a-t-il des recommandations qu'on sortait de la réunion avec le Fire Department à Richfield? Je pense que Danny a un rapport ce soir pour le CFFA, so je pense qu'il va en parler en plus de détails, si vous me le permettez. D'autres questions? Sinon, merci Stéphane. Ensuite, allons aller au rapport
des comités. 10.1, rapport des permis de construction, Danny. The building permits for January of 2017 was 7 permits issued for evaluate construction. January of 2017, there were 7 permits issued for a value of construction of $121,400. And January of 2018, there was 11 permits for $802,200. So we're off to a really good start by the looks of it. Des questions? Ensuite, alors la 10.2, Villa acadienne, Brian. Ceci, c'est un rapport sur le remplacement de la villa acadienne. Et voici les étapes qu'on a déjà passées à travers. Le 23 décembre 2015, Brian Darrell du ministère provincial, qui est le directeur des facilités de soins de santé et de projets de services, a demandé à la villa acadienne qu'une évaluation de la villa soit faite pour savoir si la villa doit être remplacée ou rénovée. Le 26 février, une compagnie de consultants, Stantec, est venue examiner la condition de l'édifice. Environ une semaine après, le 2 mars 2016, le ministère de la Santé est venu faire une évaluation des services à l'intérieur de l'édifice. Par exemple, le montant de salles de bain comparé aux résidents, la grandeur des salles de bain et la grandeur des chambres, si les portes de chambres sont la bonne largeur comme barrier free. La grandeur et le fonctionnement de la cuisine, la salle de récréation et le lavage des vêtements, etc. Là, le 21 décembre 2016, le ministre de la Santé, à ce temps-là, c'était Leo Glavine, a demandé à la Ville acadienne de lui soumettre un business plan pour décrire le programme des soins à l'intérieur de la nouvelle Ville acadienne. Là, dans l'année 2017, le 1er mars, la Ville acadienne a demandé aux propriétaires de terrain intéressés de soumettre des sites disponibles pour construire une villa dans la région de Métégan. Et 4 semaines après, la Ville acadienne a embauché une compagnie de consultants, Nycom Associates, pour préparer un business plan. Le 7 juillet, on a reçu une copie du business plan des consultants. Et le mois après, le 4 août, la Ville acadienne et les consultants ont présenté le business plan au ministère de la Santé. Entre le 10 et le 14 août 2017 encore, la Ville acadienne a répondu à ceux qui avaient exprimé de l'intérêt pour vendre un terrain pour construire une villa. Il y a 3 endroits hors de 10 qui rencontrent les critères exigés par les consultants, déterminés par les consultants. Le 25 octobre, la Ville acadienne a écrit une lettre au ministère de la Santé pour dire qu'on n'avait pas reçu de nouvelles à propos du business plan qui avait été soumis le 4 août. Le 11 décembre, le personnel de la Ville acadienne a expliqué au ministère de la Santé les rôles du personnel dans le fonctionnement de la nouvelle Ville acadienne. Ça, c'est de l'information qui a été demandée séparée du business plan. Le business plan était complet. Et la Villa va demander pour plus de staff, par exemple, plus de CCA et plus de personnel dans le housekeeping. Comme, par exemple, si chaque résident a sa propre chambre et sa propre salle de bain, il y aura besoin de plus de staff pour le housekeeping, pour prendre garde de ça. Il y aura encore 85 lits, ou 86 lits, ça fera 85 lits réguliers puis un lit RP. Là, en 2018, la Ville acadienne a soumis un ébauche de budget opérationnel pour le fonctionnement de la nouvelle Ville acadienne au ministère de la Santé. C'est là ce qu'on est rendu là, à cette heure. Et ensuite, il reste environ 5 étapes à suivre. Ça fait qu'ensuite, on attend pour l'acceptation du budget par la province pour la construction de la villa. Et là, il faudra choisir le site ou le terrain. Et là, ce sera d'embaucher les architectes et les ingénieurs pour préparer les détails de la construction. Là, faire appel
à des soumissions pour la construction et octroyer un contrat au contracteur. C'est ça qui reste. C'est ce qu'on est rendu. Y a-t-il des questions? Essentiellement, comme vous voyez, le bureau de direction du vélo fait beaucoup de travail. Mais c'est dans les mains de la province, plus ou moins, à travailler à travers des détails de Québec, ça coûte. Puis, attendons, c'est une bonne explication. Quoi que c'est nécessaire que le public ait un aperçu de ce qui se passe. Merci. Oui. Juste une question, juste pour faire clair, jusqu'à date, il n'y a point de plan qui ont été fait, right? Il n'y a pas de plan. OK, c'est bon, merci. Quelqu'un d'autre? Merci, Brian. Ensuite, 10.3, waste check. Carl? Merci, Monsieur le Préfet. On a eu une réunion la semaine dernière, puis on a, premièrement, comme d'annoncer qu'on a adopté les révisions de notre nouvelle bylaw, on a révisé ça. Ça a pris du temps, mais là, c'est parce qu'on a beaucoup changé, on a beaucoup des choses qu'on a enlevées, tout enlevé pendant tout, et puis on a additionné des choses. Et on a finalement adopté ça. Fait que là, je pense qu'ils vont nous demander à notre municipalité si on va les adopter ou non, parce que nous, ça ne va pas parler plus tard. On a parlé aussi un petit peu de ce qu'on appelait Extended Producer Responsibilities, le EPR, qui veut dire qu'on en a déjà parlé avant, mais ça, c'est les besoins qui sortent par exemple, qui sortent beaucoup de cardboard ou des boîtes, beaucoup de papier, des choses comme ça. Ça va être, on aimerait que ça soit à leur responsabilité de le recycler ou ça ferait juste à prendre garde de ça. Ça, c'est sur notre liste. On aimerait de voir ça adopté. Encore, ça, c'est un gros progrès. Ça va être dans le futur si ça marche bien. On a parlé aussi, puis je sais qu'on en a déjà parlé ici, on va pas en parler plus, mais l'affaire des plastic bags et puis le plastic film. Pour comparer les deux, les sacs en plastique, ça c'est les sacs bien sûr qu'on a au magasin quand on va acheter quelque chose qui donne un plastique, sac en plastique. Le plastic film, c'est par exemple si on achète quelque chose qui est embourré en plastique, comme je parle de la viande par exemple, on est supposé de laver ce plastique-là, puis ça va dans le recycling. Beaucoup de monde le fait point. Ils le mettent dans le garbage parce que c'est plus facile. Fait que ça, c'est la différence des deux, le plastic film et puis les sacs en plastique. Là, la raison qu'ils veulent enlever, ils aimeraient d'enlever les sacs en plastique, c'est parce que la Chine, c'est la Chine qui prend tous ces sacs-là. Il les prend peu. C'est parce que ça qui s'en servait pour, ils s'en sortent peu. Et puis, ils n'ont déjà dans des warehouses plus qui peuvent se servir. Fait que c'est pour ça que la Chine s'en sort peu. Fait que là, on en a déjà parlé, on va attendre que Goss nous donne la présentation, puis là, on pourra tout comprendre ensemble. Ça sauve d'en parler plus, c'est ça. En gros, c'est ça qu'on a parlé le plus sur les sacs en plastique, sur l'EPR. C'est ça qu'on a parlé le plus à notre réunion. Ça. Merci. Y a-t-il des questions? Danny? Did you say that you was working on a project to get businesses to recycle their own cardboard? How was that going to take place? Well, it's gonna, ça va, that is right now, that's the dilemma. How is it going to work? We have companies in the province that use, for example, I'm going to use cardboard for an example. So a company that would use a lot of cardboard
then we have to get rid of it. So it becomes our problem. So we wanted to put it in their ball field so that they either recycle it, that they use less. That's our hope, that they will be using less, or another means of like they will maybe not use the cardboard anymore. But like some provinces this is already being done. So we would just adapt what the other provinces are being used. So, but of course, that's not going to go well with most companies in the province. So it's going to be a problem, I believe, to adopt this. So. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aurais une question sur les PR et tout. Ça fait 4-5 années passées, peut-être, il y avait eu des réunions de toutes les municipalités dans la province pour regarder à ça. Parce qu'en Ontario, ça existe déjà. Puis, les calculs avaient été faits. Nous autres, notre municipalité, quoi, il y a eu comme 300, ça fait plusieurs années, mais dans les 350 000 $ par an, car il a été payé à nous autres. Ça a été collecté par la province, plus ou moins. Et il faut faire de garder ça règle pour votre région, c'est que c'est un autre la province a de nouveau à faire de garder ça. Non, c'est la province. Nous autres, on est région 7, mais on garde pour toute la province. Ça va être toute la province, oui. Parce que c'est souvent, ça fait comme dit plusieurs années, mais c'est pas nécessairement, comme nous avons été expliqué, mais c'est peut-être différent, c'est différemment. C'est pas les petites besoins qu'il faudrait oublier de payer, ça ferait le monde qui fait le produit. So, l'exemple qui s'avait au service, c'est quelqu'un qui vend des pizzas, il n'a pas à être payé pour débarrasser la boîte. C'est la compagnie qui fait les boîtes de pizza, ou la franchise, là. Puis dans la Nouvelle-Écosse, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui allaient avoir oublié de payer. Parce que c'est les grosses multinationales essentiellement. Puis comme en Ontario, ils payent au DA, ça c'est déjà dans leur business model. C'est ça? Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est les grosses compagnies qu'on va ben, je ne vais pas dire attaquer, mais qu'on va les voir. Mais là, il y en a dans la province. La Nouvelle-Écosse n'en a pas beaucoup dans une coupe. Mais jusqu'à date, bien sûr, ils veulent point. Parce qu'ils veulent point s'embarquer dedans. Mais ça ne va pas être à leur choix, eux. C'est nous autres qui décident d'aller dans ce bout-là, c'est point à leur choix. Ça va être renforcé, puis ils font obliger les. Marché, y a-t-il d'autres? Brian? Tu as parlé des sacs de plastique puis le plastique film. Et puis comment laver le plastique film et tout ça. Vous avez rien discuté ça, vous n'avez pas discuté différentes options pour le plastique film. Oui. C'est juste des idées qu'on a eues. Ils veulent retourner au papier pour tout, pour la viande, pour le, comme à la place de servir, par exemple, dans les magasins, ils veulent se servir de tourner au papier. Mais en disant ça, parce qu'on a enlevé le papier déjà, on va prendre tourner back en arrière. Fait que vraiment, ça va être, le but, on va servir de les reusable, dans les magasins, les reusable bags, que le monde se sert déjà. Mais il y a beaucoup de monde qui s'en sert point. Par exemple, quelqu'un qui arrive qui ne sont pas dans les alentours, ici, puis ils n'ont pas tout le temps le sac le sac de reusable avec eux. Fait que ça prend quelque chose. Ça va prendre quelque chose, puis nous autres, c'est ça le problème. C'est qu'il faut penser que s'ils veulent enlever les sacs de plastique, plus de sacs, ça prend quelque chose de remplacer. Parce qu'ils ne peuvent pas. En disant ça, on va comme. Je ne sais pas si on est permis de servir des mots, ben, à Costco, ils ne te donnent point de sac. Si tu n'as pas tes propres sacs, tu amènes tes choses dans tes bras. Fait que c'est déjà fait. Mais c'est difficile à juste dire on ne va plus avoir de plastic bag. Et puis, parce que là, comment est-ce qu'on amène c'est qu'ils veulent qu'on serve de les reusable bags. Ça va être ça la réponse. Marché, d'autres questions?
Sinon, marché Clare, alors la 10.4, Association des pompiers de Clare, Danny. As Stefan had mentioned earlier, we had a meeting on February 8th with me, Neil, Yvonne, and Stefan, and members of the Richfield Fire Department and members of the Clare Firefighters Association. We just had to get some stuff cleared up. There was a lot of misinformation going around, and nobody really knew what was going on. So Richfield has decided that they want to stay open, and they're going to set up mutual aid with Hectanuga and Havelock, and they already have mutual aid with Carlton, and they want to keep that going. And they're in conversations now with Havelock to become a substation of the Havelock Fire Department. But they do have the Jaws of Life in Richfield, and it wasn't what they thought it was anyway. They thought it was some supermodel, I don't know. I guess it's an old-fashioned model, just gas engine. And Richard, we had a CFA meeting on the 13th, and they all talked about it then, and they all agreed they were going to work it out amongst themselves. The council didn't have to intervene. The CFA wasn't even going to intervene. So as far as I know, everything is going well. Is there any questions on it? And maybe Yvonne or Neil might want to add something, I don't know. Yeah, they talked about one of the issues for the fire department going to find a fire is the civic numbers at the houses. I don't know if it's the responsibility of the municipality to try to promote that. So I don't know how if we could promote it, because it's going to come an issue at one point and people are going to lose their lives. So. I'm sorry, just curious what the issue specific. I know we're responsible for civic numbering, but is it specific? I'm just don't quite understand the issue there, sorry. The problem is the houses don't put civic numbers. Like there's camps, there's a road, and there's lots of camps, and there's no civic. It comes to a dead end, and whoops, we missed the fire, or, you know, and something like that could happen. And so it's kind of to promote so that the houses put civic numbers in one way or another. Evil? It was more the houses and the roads, I think, as well, like private roads that aren't named properly, or civic numbers. I know a lot of people use the case for cottages. Well, if I don't have a civic address there, they won't come and steal or something, like that sort of. So it's not really that they forgot to put it. It's more that they didn't want to put it in some cases. So it's really hard to see. I know, Dan, you remember, I'm pretty sure, well, that when we looked at possibly implementing a bylaw for civic numbering, and, you know, and who would be in favor and who would oppose it, and in the end, I think we decided not to go through with it because it was we felt it was kind of forceful on, you know, on our citizens, but it's not something that you guys would like to look into again, or? I think the Firefighters Association would like to do it again, but we, like you said, we brought it up at council and we agreed we didn't want to force people to get one. We were going to recommend that they do and trying to encourage it all we could. I don't know how many if that's picked up or not, I really have no idea. The problem in question that Neil was talking about was somewhere in, I think it's the Hectanuga area. I guess there's a road that goes in and there's 3 roads that split off and there's cottages down the roads. And no civic numbers, no road names. But it's, you know, it's like they were saying the fire chief should go in, you know, encourage them. I don't know who's supposed to do this. Like, is it totally up to that person? If he doesn't want to name that road, those 3 people, they don't have to? It's a good question. I'm not sure I have the answer to that, unfortunately. I mean, if it's a private road, I'm not sure if they're obligated to name it or not. Certainly you know, in terms of security for everyone involved, obviously the recommendation would be to name it and to have a proper civic address for our fire departments or our emergency first responders or service providers to be able to respond as quickly as possible. So I certainly appreciate the difficulty that a lack of proper civic numbering or road naming causes, and I can certainly have a chat or a discussion with Gary and Danielle downstairs to maybe how do we look at starting to address that? Maybe just, you know, awareness building
And is there a means to, more actively promote that? And maybe it's, again, like Brian suggested, maybe at the bylaw committee level, maybe we revisit that bylaw, and is there more of an appetite now to pursue it? Well, I'm glad you said that, because that's what me and Yvonne and Neil told them. They were questioning the councils up about it, so I was glad to hear that that's a policy on it, so. Is there any more questions on, okay, sorry. I have a couple of things, but I'll, the JAWS, were they at one time lent or given, or well, lent to Carleton and they were returned back to, or were they always in Richfield? No, they were lent to Carleton because they were hooked on with Carleton as mutual aid, and they didn't have anybody trained in Richfield to operate the JAWS anyway. So instead of sitting on their shelf, they lent them to Carleton. So they're back. Yeah, they're back. I think when they brought him to Carleton, they did a training course on him, and then they did get trained for him. So now they were just sort of, Carleton was keeping him to start up. It's a gas engine, so they had to keep it started up while they weren't using it. And then if they're using it now, it's in their truck. So it's sort of a... And just back on the, just a quick, on the civic numbers, I can speak from experience with the EHS. It is a big problem. We go to many houses, even on the main, that they do have numbers, but the older black numbers that we had sold to them a long time ago, this was done through the fire departments. It was a fundraiser. So the fire departments, I know I'm speaking for Littlebrook that I was in, so we sold the numbers to the people, and then we would put the numbers in everything. So it was a fundraiser for the fire department. Then they came out with those blue reflective blue and white signs. The black numbers are very difficult to see at night and even during the day. Where the signs were placed many years ago, now there's trees grown in front of the signs. So they're really difficult to see. So we try to, when we do a call at a certain, we try to encourage people to put the signs either closer to the road, get the blue and white signs if they don't have them. But and sure, they always say, sure, but it's never done. So yeah, I don't know whose responsibility it would be. Right now, it is to the owner of the house. But I think this should be more. We should be more proactive into trying to get the people to because it is become a problem. So if everyone could have those blue and white reflective signs, so if we could somehow, yeah, I don't know exactly how we could do it, but there's forms in the basement actually to order a blue sign, either for road naming or civic numbers. They have the forms downstairs that you can fill out and send out to get one made. They deliver, you can pick it up here or whatever when they're done. D'autres questions? Dan? I just have one more Yeah. note from the firefighters. They're having their second annual weekend workshop, April the 14th and 15th at the University St. Anne Theater. And if anybody's interested, for more information, they can contact their local fire chief. Ivo? Did you let Stefan know for the burning, Yes. for the Clare shopper net to advertise for? So yeah, just on that note, that's regarding the annual ad we put for the reminding people that for burning permits, they need to get a burning permit because it's the time of year when people typically start to burn. So there will be an ad appearing in the Clare Shopper in the coming, I believe, in the next edition of the Clare Shopper, which is similar to basically explains the bylaw with regards to burning, as well as the contact number for the individual fire departments and the respective fire chiefs. So that will appear in the next edition of the Clare Shopper. Danny? Maybe, could you possibly get something written up to put in there to encourage people to get civic number signs? Certainly, we can look at the wording, and if we could either,
as part of that ad or as part of a standalone. If something council wishes, we can certainly do that. I think it would help, definitely. So, n'as-tu d'autres questions? Merci. Thanks for the report. Alors, la 11, nouvelles affaires. 11.1, motion pour promulguer la modification de l'arrêt municipal nombre 1, deuxième et dernière lecture. C'était toi qui... ou c'est Brian? OK. Pas simplement, on peut en parler rapidement. Essentiellement, c'est le but principal de cet arrêté municipal ici, c'est essentiellement pour proposer une liste de définitions communes qui vont être servies ou qui vont apparaître à travers nos autres bylaws. La bylaw qu'on avait avant, il y avait déjà une série de définitions là, ben on s'est aperçu en faisant la révision qu'il en manquait plusieurs. Alors, on a simplement ajouté à ce qu'on avait déjà. Depuis qu'on a premièrement affiché la bylaw, pour recevoir les commentaires du public, on n'a reçu aucun commentaire, aucune question de la part du public par rapport aux révisions proposées. Alors, il n'y a eu aucune objection ou commentaire qui me laissera croire que le public s'est pas en faveur d'aller de l'avant avec la deuxième second and final reading. So, Brian, voulais-tu faire la motion? Oui, je veux dire aussi que ça bien élaboré, le règlement, veut dire beaucoup plus de définitions comme mentionné par le directeur. J'aimerais te proposer que la municipalité du district de Clare fasse la lecture du règlement municipal numéro 1, modification numéro 01/01/2017, un règlement concernant l'interprétation et que le règlement municipal soit lu pour la deuxième et dernière fois. De ce fait, promulguant la modification au règlement municipal. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Hector. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. Ça repasse, Brian, il faut que tu lises le règlement. Ton micro. Le règlement municipal numéro 1, modification numéro 01/01/2017, un règlement municipal concernant l'interprétation. Ensuite, allons à la 11.2, motion pour promulguer la modification de l'arrêt municipal nombre 9, deuxième et dernière lecture. Ceci, c'est encore un arrêt municipal, un arrêt concernant le bruit. On avait proposé une révision à l'arrêté municipal existant il y a plusieurs mois de ça. Et on avait reçu plusieurs commentaires du public, des questions, des inquiétudes. Alors, le bylaw committee a pris tout ça en considération et a proposé des révisions à la bylaw. Compte tenu de ces commentaires-là. Par la suite, on a eu une discussion avec l'avocate pour la municipalité, Lynette Muse, juste pour, encore une fois, y jeter un coup d'œil pour faire sûr au niveau du langage que c'était clair et que c'était quelque chose qui était bien, qui était juste. La bylaw, c'est quelque chose qui est très semblable à ce qui existe dans les autres municipalités. Et en parlant avec mes collègues des autres municipalités, c'est quelque chose qui a l'air de marcher très bien pour eux autres. Depuis qu'on a affiché les révisions proposées à cette nouvelle bylaw ici, contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, il n'y a reçu aucun vraiment feedback du public. Aucune soumission par écrit, aucune personne qui a demandé pour se prononcer devant le conseil par rapport à leur opinion sur la bylaw, leurs concerns, leurs inquiétudes. Il y a eu un monsieur qui m'a appelé, simplement par rapport à un cas qui est en train de vivre maintenant avec son voisin, puis il voulait savoir avec la nouvelle bylaw si elle passait, à qui il devrait s'adresser. Mais ce n'était pas nécessairement au niveau de ce qui est pour ou contre la bylaw, c'était plus au niveau de l'implantation de la bylaw. Alors, j'ai répondu à ces questions, je n'ai pas eu de nouvelles de lui par après. Alors, je ne sais pas si le conseiller commun ou des autres conseillers, si vous avez reçu du feedback du public, des commentaires, des inquiétudes. Mais moi, ici, au niveau municipal et en parlant aux autres membres de l'équipe,
on n'a rien reçu. On a dit quelqu'un qui par rapport à la motion, conseiller Potier? Je propose que la municipalité du district de Clare fasse la lecture du règlement municipal numéro 9, modification numéro 0901-2017, un règlement concernant le bruit, que le règlement municipal soit lu pour la deuxième et dernière fois, de se faire promulguer la modification au règlement municipal. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Danny? I don't really have any discussion, I just have a comment. I'd like to say, I was on the bylaw committee in the past, and I know they're doing a lot of good work at the bylaw committee. It is a lot of work. I agree. It's not an easy committee to sit on. En disant ça, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Count. Motion adoptée. So, faut que quelqu'un lise la... Règlement municipal numéro 9, modification numéro 0901-2017, un règlement municipal concernant le bruit. Conseiller comment? Juste une question pour Stéphane, le directeur. Il faut que ça se passe à la province avant que ça vienne en vigueur, n'est-ce pas? Oui, selon le processus qui nous est demandé par la province et par l'MGA, c'est qu'on va afficher de nouveau dans le Clare Shaw Parade courrier, c'est normalement ce qu'on fait, ainsi que sur notre page web et notre page Facebook, comme quoi qu'ils ont passé second and final reading, puis ils vont rentrer en vigueur. Une fois que cette affiche-là a été faite, puis que la bylaw est signée par le préfet, par moi-même, une copie va être envoyée à la province, puis ça sera enregistré avec la province, puis là, elle sera en vigueur à ce point-là. Merci. Ensuite, 11.3, motion pour accepter une réduction des impôts fonciers, raison d'incendie. Oui, simplement comme c'est notre pratique courante. L'année dernière, on a eu 4 maisons, ou je pense 4 maisons puis un chalet qu'on brûlait et qui ont été complètement perdus à cause du feu. Ça arrive à différents temps durant l'année. Alors, ce qu'on fait normalement dans ces cas-là, c'est qu'on réduit les impôts fonciers que les propriétaires de ces maisons-là ou de ce chalet doivent payer à partir de la date du feu. Alors, dans ce cas ici, il y a eu 4 cas. C'était des pertes totales dans chacun des cas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prorate leurs taxes. Ils vont payer des taxes sur leur maison, sur leur chalet, jusqu'à la date du feu. Puis, à partir du feu, à cause d'une perte totale, ils ne paieraient rien par après. Alors, la motion que vous avez devant vous, on a les comptes ainsi que les montants qu'on propose de réduire pour chacun de ces comptes-là. Et on vous demande une motion pour approuver ces réductions-là. Conseil Thibault ou... Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accepte la réduction des impôts fonciers pour les dites raisons. Compte numéro 0069798 pour un montant de 425 raisons incendie. Code numéro 01667793, montant 176 et 58, raison incendie. Code numéro 0027897, 1148 et 30, raison d'incendie. Code numéro 05382386, montant 342,55, raison incendie. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Danny. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.4, motion pour accorder une soumission au nouveau centre communautaire de Saint-Bernard. Oui, ça, on en a parlé à la dernière réunion.
On a fait un appel d'offres pour inviter des soumissions pour la construction de nouveaux centres communautaires et de nouvelles casernes d'incendie à Saint-Bernard. Pour ce qui est de la partie communautaire, on a reçu un total de 4 soumissions. La soumission la plus basse était de la part de Delmar Construction Limited pour un total de 168 500 $. Mais en plus de ce montant-là, il y avait un montant additionnel qui était à l'extérieur de leur soumission, ou au-delà de leur soumission. Et ça, c'était fait intentionnellement par le staff ici ainsi que les pompiers. Pour l'achat de fournitures et autres articles divers pour le centre, des tables, des chaises, des étagères, etc., pour un montant de 48 348 $ plus TVH. Alors, ce qu'on vous propose ici ce soir, c'est une motion pour accorder pour accepter la soumission à Delmar d'un montant de 168 500 $ plus TVH et de plus un montant additionnel de 48 348 $ plus TVH pour un montant total de 216 848 $ plus TVH et que ces achats-là ou ce projet ici soient financés à partir de la réserve des taxes de l'essence fédérale de la municipalité. Quelqu'un, Neil? Je ferai la première. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission segment A pour le nouveau centre communautaire de Saint-Bernard à Delmar Construction Limited pour un montant de 168 500 plus TVH. De plus, un montant additionnel de 48 348 plus TVH en fournitures et autres articles divers est également recommandé pour un total de 216 848 plus TVH et qui sera financé à partir de la réserve de taxes sur l'essence de la municipalité. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé de corps? N'a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.5, motion pour accorder une soumission à une nouvelle caserne d'incendie de Saint-Bernard. Oui, comme partie de la même appel d'offres, on avait également invité les gens à soumissionner pour une nouvelle caserne d'incendie qui est à Saint-Bernard, qui est essentiellement un rallonge ou un ajout sur l'édifice existant. Alors, encore une fois, en regardant les soumissions qu'on a reçues, en faisant l'évaluation, c'était le consensus parmi le personnel ici d'accorder la soumission à Delmar Construction Limited pour un montant de 140 275 $ plus TVH. De plus, il y avait encore un montant additionnel, dans ce cas ici, de 13 028 $ plus TVH pour des portes de garage et un compresseur. Et ça, c'était pas inclus dans l'appel d'offres que Delmar a répondu. C'était au-delà de l'appel d'offres. Alors ça mène le total, montant recommandé pour le montant total à 553 303 $ plus TVH. Et on recommande également que ces fonds soient demandés à la Municipal Finance Corporation. Et on peut certainement entamer ce processus-là. Mais ça va exiger que dans l'intérim, que le projet soit financé par la réserve en capital de la municipalité. Danny? I move that the Council for the Municipality of the District of Clare award the tender, Segment B, for the new St. Bernard Fire Hall to Delmar Construction Limited in the amount of $540,275 plus HST. Furthermore, an additional $13,028 plus HST for garage doors and a compressor is also being recommended for a total of $553,303 plus HST. These funds are to be requested from the Municipal Finance Corporation, but cash flowed in the interim through the municipality's capital reserve. Secondé par Neil, n'a-t-il de la discussion sur la motion? Je sais que je suis pas mal tout dire à content de voir finalement que
ce projet-là va avancer. Ça fait longtemps que la municipalité essaie de le faire arriver. En grande partie, ils ont vraiment assez effort et je sais que le CEO a vraiment travaillé fort pour essayer de trouver des fonds à l'extérieur de la municipalité, à d'autres sources de financement autres que la municipalité. Mais dans le cas de caserne de pompiers Firehall, ça n'existe point. Et c'est point avec nous autres, à travers de la province, ils se trouvent dans la même position. Mais en disant ça, je suis content de voir que la municipalité a pu avancer avec ce projet-ci. Carl? C'est juste un petit point que je sais que des fois, tu dis au public les choses qu'on fait aux autres réunions. Juste reminder le public que les choses comme ça, que c'est pas, on en a déjà parlé avant. C'est pour ça que des fois qu'on dit rien quand on nous demande s'il y a des questions. C'est juste pour demander au public qu'on en a parlé à d'autres réunions, puis que c'est pas juste. C'est pas qu'on n'a pas d'intérêt, c'est juste qu'on en a déjà parlé. Il n'y a pas d'autres sur ce projet. On en a parlé pas mal. Je ne suis pas sûr que ben, ça fait d'années que ça va. Ça fait plusieurs années. Attendez le nombre. C'est plus que 10 ans, l'autre groupe. Je ne sais pas si c'est correct ou pas. Elle m'avait dit ça fait longtemps. Le programme fait le tour de la table. Et tout en était, le Conseil a tout le temps voulu avancer le programme. C'est un gros programme. Puis avoir essayé notre mieux de trouver de l'argent à l'extérieur, mais ça n'a pas pu arriver. Ça. Mais en disant ça, je suis sûr, je peux dire au nom du Conseil, je suis tout content de le voir avancer. Mon micro est là. Ça, vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.6, motion pour adopter la politique pour enregistrer les fournisseurs de services d'incendie et d'urgence. Oui, ça c'est simplement en réponse à une demande de Clare Ground Search and Rescue pour enregistrer avec la municipalité comme un Emergency Services Provider. C'est quelque chose qui leur a été recommandé par leur association provinciale et c'est certainement quelque chose qu'on appuie. Mais pour ce faire, il fallait qu'on ait une politique en place qui nous permettait de les reconnaître et de les enregistrer au niveau municipal. Alors, ce que vous avez dans votre paquet, c'est une politique qu'on a développée ici à l'interne et qu'on vous propose. C'est conforme avec ce qui nous est exigé par la MGA. Et le formulaire que vous avez en annexe est pris directement de l'MGA. Alors, certainement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existe dans plusieurs municipalités. Et c'est certainement quelque chose qui va nous permettre pas seulement de enregistrer Ground Search and Rescue, mais également tous nos autres départements d'incendie. C'est une pratique qu'on va demander de faire une mise à jour à tous les 2 ans, au niveau de combien de pompiers qui ont, c'est quoi les services qu'ils peuvent offrir, qui est formé dans quels différents domaines. Alors, ça va nous donner une meilleure aperçu de qu'est-ce qu'on a au niveau de nos services d'urgence à l'intérieur de la communauté. Alors, c'est quelque chose qui est fortement recommandé par le personnel. Quelqu'un qui va faire la motion? Carl? Merci. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare adopte la politique pour enregistrer les fournisseurs de services d'incendie et d'urgence. Quelqu'un qui appuie ça? Danny? As-tu de la discussion sur la motion? Danny? I don't really have any discussion, but it was brought up at the CFA meeting about this registration, and they were all in support, and they were all looking forward to getting the email so they could fill it out. So it went over very well. That's good news. So, vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.7, motion pour contribuer au programme de la Société acadienne de Clare en Garonne aux citoyens. Juste un petit rappel. Suite au rapport sur la représentation effective pour les Acadiens et les Néo-Africains, ainsi que
tout l'exercice de la révision des frontières électorales que la municipalité reste tout juste de compléter ce soir. La Société acadienne a monté un projet pour essayer d'augmenter l'engagement du public, spécifiquement les runs, mais le public en général, dans la gouvernance, dans le gouvernement municipal. Alors, ils ont monté un projet, une demande de projet qu'ils vont envoyer à Patrimoine. Le budget total était un peu au-delà de 16 000 Essentiellement, le projet comprenait 3 volets, des ateliers ou des workshops sur la gouvernance et le gouvernement municipal. Deuxièmement, ce serait le développement d'outils ou un toolkit qui pourrait aider à essayer d'encourager ou que le monde s'engage davantage dans la gouvernance, dans le gouvernement municipal. Et troisièmement, ce serait monter une pièce de théâtre avec un thème de gouvernance municipale. Et ça vise surtout plus les jeunes. Alors, la demande originale de la Société acadienne, c'était simplement pour une lettre d'appui qu'on leur a envoyée, appuyant leur demande de projet. Mais de là, en discussion avec le Conseil, on a jugé bon qu'il y aurait peut-être une opportunité pour la municipalité de jouer un rôle plus actif à titre de partenaire ou certainement à titre de partenaire financier envers le projet. Alors, on a proposé une contribution de 3 000 $ au projet et que ces fonds-là seraient dirigés spécifiquement au financement des ateliers pour encourager l'engagement dans la gouvernance municipale. On a vu que c'était une opportunité pour nous autres de s'impliquer avec un autre des intervenants clés dans la communauté, soit la Société acadienne de Clare. Alors, la motion ici pour vous autres ce soir, pour votre appui, c'est pour rendre officielle notre contribution de 3 000 $ et que ces fonds-là soient pris de notre budget de l'année prochaine de notre programme Grants to Organizations sous le volet de progrès spéciaux. Est-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseil commun? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare contribue un montant de 3 000 $ de son programme d'octroi aux organisations 2018-2019 à la Société acadienne de Clare pour son projet intitulé Engageons nos citoyens. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par Eric. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Rien que pour au point conseil de vos plutôt, c'est que beaucoup de ces motions et ça a été discuté au comité du conseil rien que pour le public réalise. Puis le processus que le comité du conseil fait des motions pour recommander au conseil. So, beaucoup de ces projets ont été discutés en détail au niveau du comité, qu'il y a encore des réunions publiques que le public peut venir écouter. So, vous voulez faire sûr pour que le monde pense qu'au point a eu les discussions nécessaires. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous ceux en faveur indiquent en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.8, motion pour accepter le budget 2018 pour les services de sauveteur à la plaque de ma village. Oui, ça c'est une motion qu'on fait tous les ans pour assurer un service de sauveteur à la plage. Le montant pour cette année, incluant la TVH, s'avère à 10 275 $ et 66 cents, selon le budget qui nous a été soumis. Et pour aller de l'avant avec ça, la province nous exige de passer une motion avant une certaine date. Il me semble que c'est avant la fin du mois de février, avant la fin du mois de mars en tout cas. Alors, le montant de cette année représente une petite augmentation du montant de l'année dernière. Et si je me rappelle bien, il y avait une question par rapport au bureau à la dernière réunion que le Conseil de bas avait posé par rapport au travel lifeguard de 400 $. Essentiellement, en parlant avec notre département des loisirs, ceci, la livraison du service est coordonnée par la province, mais la compagnie qui livre le service s'appelle Life Saving Society. Puis les autres ont un contrat avec la province pour fournir le service de sauveteur. Alors, le montant de déplacement de 400 $, essentiellement, c'est pour eux autres, pour assurer que
la livraison du service se fait. So, essentiellement, c'est du monitoring pour leur personnel, d'assurer que les sauveteurs sont en train d'effectivement livrer le service. Alors, dans le bureau, si je comprends bien, ils mettent un petit montant pour défrayer les coûts associés à ce monitoring-là, que surtout du déplacement. Alors, c'est lorsque ce 400 $-là vient. Alors, ça... Yvon, Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare approuve le montant de 10 275 et 66 cents, incluant la TVH, tel que budgété par le service des loisirs pour le service des sauveteurs à la plage Mavillette pendant l'été 2018, en fin de semaine seulement, du 30 juin au 26 août. quelqu'un qui est appuyé par conseiller Thibault. N'y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.9, motion pour refinancer le solde du montant dû sur le centre de santé de Clare. Oui, ceci c'est en réponse à une lettre qu'on a reçue de la Municipal Finance Corporation. Quand on a construit le centre de santé Clare, le montant que la municipalité avait prêté de la Municipal Finance Corporation, c'était 2 500 000 qu'on avait financé sur 20 ans. Alors ça représentait un paiement principal de 125 000 $ par an, plus l'intérêt. On est arrivé à l'année 2018-2019, va représenter la 10e année du prêt sur notre centre médical. Alors, selon les conditions de notre prêt, après 10 ans, on a l'option de payer la balance, 1 250 000, c'est comme un balloon payment, ou essentiellement de refinancer la balance qui est due sur la durée originale de la débenture. So, dans notre cas ici, ça serait de le refinancer sur un autre 10 ans. Essentiellement, continuer avec les paiements qu'on fait à l'heure actuelle de 125 000 $ par an, plus intérêt. Alors, ma recommandation, ainsi que celle de notre directrice des finances, c'est simplement de refinancer à travers la Municipal Finance Corporation. Garder nos paiements tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Les taux sont très bons. Alors, je pense que c'est à notre avantage de refinancer à la place de prendre le plein montant de notre réserve en capital. Quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Potier? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare refinance la solde du montant dû sur le centre de santé de Clare, soit 1 250 000 $, avec la Municipal Financial Corporation pour le reste du terme de la débenture originale. Quelqu'un qui appuie ça? Carl? N'a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.10, motion pour contribuer à la fondation des routes de l'Acadie. Oui, tout simplement, on avait reçu une demande de la part de la Fondation des rues d'Acadie pour contribuer un montant à leur campagne de financement. La même demande a été faite à plusieurs municipalités francophones au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'aux municipalités francophones en Nouvelle-Écosse. Par exemple, Argyle a eu une demande semblable. Le montant qui nous a été recommandé, c'était une contribution de 1 000 $. Mais il nous offre l'option de faire un montant, de payer 1 000 $ tout de suite ou de l'étaler sur plusieurs années. À cause qu'on parle de montant modeste ici, 1 000 $, la recommandation au Conseil était de simplement faire une contribution cette année avant la fin de l'année fiscale de 2 000 $ envers la Fondation. Étant donné vraiment c'est une bonne cause, on a plusieurs athlètes qui participent au jeu. Ainsi, si on regarde aux membres de la Fondation, passé et présent, il y a des représentants ou des membres de la communauté de Clare qu'on siège sur cette fondation-là. Quelqu'un qui va faire la motion? Yvon? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare
contribue un montant de 1 000 $ de son programme d'octroi aux organisations à la Fondation des Jeux de l'Acadie. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. As-tu de la discussion sur la motion? Oui. Comme juste aussi faire clair que les rues d'Acadie s'en viennent, les rues Réunion s'en viennent dans Clare. Ben, juste faire certain que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes rues, mais c'est pas la même chose, je pense. La même organisation. Ouais, c'est ça. Yeah. Ça, c'est C'est une organisation plus large. Good, ouais. Yeah. Y a-t-il d'autres discussions? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Alors là, à 12 sessions à huis clos, avons 2 items à huis clos. 12.1, nomination ordre de la Nouvelle-Écosse. Puis 12.2, item de ressources humaines. Pour ceux-là qui sont sur les ondes, ça, c'est les 2 items que nous discutons à huis clos. Et en disant ça, ça prendra une motion pour aller à huis clos proposée par Neil, appuyée par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Bonsoir.